Mesdames, Messieurs, bonjour au micro de Radio Shalom, Charles Lugassi. Nous vous proposons à notre émission d'aujourd'hui une affaire d'actualité. Eh bien, figurez-vous que, comme vous l'avez peut-être constaté, ce qui défraie la chronique en ce moment, c'est qu'il y a 1500 œuvres d'art volées par les nazis qui ont été retrouvées à Munich. Et c'est une collection d'œuvres d'art qui avait été dérobée à leurs propriétaires dans les années 30 et 40 et qui a été retrouvée à Munich dans une cache. Et d'après la presse en général, ces œuvres qu'on croyait définitivement disparues, ce sont des œuvres de Matisse, de Picasso, de Marc Chagall, et certaines de ces œuvres ont dû être déclarées comme art dégénéré, supposément détruites, quand d'autres ont dû être confisquées à leurs propriétaires juifs, des collectionneurs d'art, sans autre forme de procès. Et les premières estimations parlent, tenez-vous bien, d'une valeur totale d'1 milliard d'euros. C'est presque 1,5 milliard de dollars. Alors comment ça s'est produit ? Eh bien c'est au moment d'un contrôle chez Cornelius Gurlitt, le fils d'un vendeur d'art de Munich, qui a un passé un petit peu douteux et qui est lui-même suspecté d'évasion fiscale, que cette cache et ce véritable trésor de guerre ont été découverts. Au moins 200 de ces œuvres sont visées par un mandat de recherche international depuis au moins la fin de la Seconde Guerre mondiale. Alors tenez-vous bien, ça fait au moins 60 ans et nous sommes en 2013. Alors cet homme conservait ses œuvres d'art dans une pièce secrète et il les vendait occasionnellement lorsqu'il avait besoin d'argent. Et il attendait d'authentifier chacune de ses œuvres et elles sont gardées maintenant en sécurité dans un lieu gardé secret à Munich. Alors, simplement pour vous donner une idée de propriétaire, de qui étaient les propriétaires de ces œuvres, l'un de ces tableaux qui a été peint par Matisse et qui représentait le portrait d'une femme, appartenait au père de la présentatrice Anne Sinclair. Vous savez, Anne Sinclair, l'ex-femme de DSK, et la journaliste très connue, qui s'appelait, son père, le père d'Anne Sinclair, s'appelait Paul Rosenberg, qui était un collectionneur d'art et qui avait été forcé en 1930 d'abandonner l'ensemble de sa collection aux nazis. Alors le Holocaust Memorial Museum des États-Unis a estimé à 16 000 le nombre d'œuvres d'art qui ont été illégitimement saisies à leurs propriétaires juifs entre les années 30 et 40. Pour nous parler de tout ça, nous avons en ligne le directeur des projets spéciaux et des affaires culturelles de l'Université Concordia, Monsieur Clarence Epstein. Monsieur Epstein, bonjour. Bonjour. Monsieur Epstein, quand on entend cette nouvelle, on est, comment dirais-je, flabbergasted, comme on dit en français. On est étonné, on se dit, mais comment, 60 ans après le fait, est-ce qu'on peut retrouver un trésor d'une telle ampleur ? Alors, ma première question, d'abord, comment se fait-il qu'on retrouve ça avec autant de retard? Et ma seconde sera, est-ce que d'après vous, il y aurait encore des trésors comme ça, cachés, et qui n'ont pas encore été mis à jour? Je vous écoute, Monsieur Epstein, de l'Université Concordia. Alors oui, c'est en effet un nombre hallucinant, mais ce n'est pas un nombre surprenant pour la majorité des chercheurs qui travaillent sur la spoliation et la restitution des œuvres d'art de la Deuxième Guerre mondiale. Le nombre annoncé avant de 16 000 est vraiment modeste. C'est probablement dans les centaines de milliers d'objets qui ont été perdus parmi des familles, et surtout des familles juives, autour d'Europe pendant la Deuxième Guerre mondiale et avant, quand le gouvernement nazi a commencé leur politique de confiscation et de spoliation contre le peuple juif et surtout en Allemagne. Alors, l'effet qu'on a trouvé, c'est-à-dire que le gouvernement allemand vient d'annoncer cette cache d'œuvres d'art est pas du tout surprenant parce que il y a des centaines surtout des œuvres d'art qui circulent dans toutes les villes allemandes qui en sont liées à des collections particulières, donc que nous n'avons aucune idée l'inventaire de chacun de ces collections. Est-ce que d'après vous, il existe
comme il y avait le chasseur de nazis, n'est-ce pas? Est-ce qu'il existe comme une organisation ou un organisme qui s'occupe de rechercher, mais systématiquement, à récupérer tous les biens et toutes les œuvres d'art dont les Juifs ont été spoliés? Il y a quelques organismes aux États-Unis qui sont en train de s'organiser, soit à Washington, une qui s'appelle le Holocaust Art Restitution Project, et un organisme qui est dirigé par l'État de New York qui s'appelle le Holocaust Claims Processing Office. Mais les organismes n'ont pas encore un mandat global pour commencer à rassembler toutes les informations au sujet de toutes les œuvres qui se manquent ou qui circulent couramment sur le marché d'art ou dans les musées. C'est un très grand travail, mais les délibérations commencent et on pourrait voir dans les prochaines années un appui international pour assurer qu'un projet comme ça peut vraiment s'avancer. Mais ce qui est étonnant un petit peu, c'est que comment se fait-il que c'est seulement 60 ans après le fait qu'on commence à s'intéresser à quelque chose d'aussi énorme, parce que véritablement on est en train de parler de plusieurs milliards de dollars. Ce sont des fortunes colossales qui ont été dérobées comme ça à leurs propriétaires juifs, et ça n'est que maintenant qu'on commence à s'y intéresser. Est-ce que c'est parce qu'on était occupé à la chasse des nazis qu'on en a oublié de chasser, de chercher davantage la question des biens spoliés, ou est-ce que c'est parce que ça vient d'être mis à jour? Pourquoi avoir attendu si longtemps? C'est une réponse assez complexe. Alors d'abord, oui, c'est vrai que la priorité était toujours la stabilité des familles et des personnes qui ont survécu l'Holocauste. Et bien sûr, le mémoire arrive après. L'histoire et ses recherches revient après. Et bien sûr, les œuvres qui sont matérialistes et ne sont pas humanitariens deviennent secondaires à un moment donné pendant cette choc après la Deuxième Guerre. Mais c'est non seulement l'effet que nous avons des outils pour rechercher ça, que nous voyons cette expérience maintenant de retrouvailles. C'est parce que on est en train vraiment d'apprendre à cause des archives qui ont été vraiment présentées il y a 10-15 ans au sujet de les œuvres d'art et les inventaires des musées, les inventaires des nazis pour les œuvres d'art, qu'on commence maintenant à construire des liens entre ces vols, ces ventes, ces impositions parmi les nazis à tous les collectionneurs autour d'Europe qui ont commencé à mettre la pression, qu'on commence à rechercher et à juger parmi toutes les recherches, qu'est-ce qui est vraiment en circulation maintenant et où on a une chance peut-être à travailler avec des gouvernements, des musées, des chercheurs et surtout le marché d'art. Parce que le marché d'art est un marché qui est le plus secrétif pendant des années et des années. Ça fait partie d'une stratégie d'un marché d'art depuis des générations qu'il faut garder l'information le plus confidentielle possible parce que ça évite la concurrence. Mais maintenant, avec l'Internet, on voit que la concurrence est devenue très différent comme objectif dans tous les marchés, non seulement le marché d'art, mais les bourses ou n'importe quoi, pour divulguer qu'il y a des opportunités d'achat et de vente dans les marchés qui sont pertinents non seulement à des collectionneurs, mais parmi tous les gens qui ont devenu beaucoup et plus riches dans les derniers 10 ans, soit en Russie, soit en Chine, soit en Inde. Alors le marché continue à agrandir dans le monde de l'art et avec cette transparence, il y a beaucoup plus de collectionneurs qui sont intéressés à acheter des choses, mais avec une bonne provenance. Oui, dans ma présentation, comme je l'ai dit, donc c'était 1500 œuvres d'art, mais apparemment ce sont des chefs-d'œuvre. Est-ce que vous vous êtes penché brièvement? Est-ce que vous pourriez nous dire deux mots, vous, sur cette saisie? Est-ce que vous l'avez
avez étudié, vous avez d'autres informations sur l'ampleur de la saisie? Alors, ce qui est un petit peu choquant parmi les chercheurs de ce sujet-là, c'est que on apprend de ces œuvres-là en même temps que le public. Personne a partagé ces informations depuis 2 ans et demi que le gouvernement a saisi qu'il y avait cette collection dans l'appartement. Alors, c'est cette semaine que nous apprenons, c'est cette semaine où on commence à constater l'ampleur de l'importance de ces œuvres d'art. Et c'est non seulement une importance fiscale, c'est une importance de l'histoire de l'art et l'histoire de la culture du XXe siècle où on se penche maintenant, et on n'a pas encore compris la qualité de ces œuvres d'art cas par cas parce que le gouvernement n'a pas encore distribué l'inventaire. Et apparemment, ils ont dit qu'ils vont pas le distribuer et on ne sait pas pourquoi. Donc on ne va pas divulguer le détail de cette saisie? Pour le moment, ils ont dit qu'ils vont attendre pour que des gens fassent des réclamations ou des demandes contre eux avant qu'ils lâchent l'information parce qu'ils pensent qu'il y aura trop de gens, trop des héritiers, trop de spéculateurs qui vont se prononcer comme les vrais propriétaires de ces œuvres. Mais ça va être quelque chose de difficile à démontrer encore, étant donné que oui, les véritables propriétaires de toute cette richesse de ces œuvres d'art ne sont plus là et que leurs héritiers peut-être en sont déjà à la 2e génération. Imaginez comment faire la preuve que tel bien ou telle œuvre d'art appartenait à un grand-père ou à un père. C'est pas évident et j'ai l'impression que ça va être, et corrigez-moi si je me trompe, ça va être l'intérêt, donc la poursuite, si on veut, la poursuite de tout ce que les nazis ont commis pour les 10 ou 20 prochaines années. C'est ce qui va retenir davantage l'attention, puisque maintenant, quand on a poursuivi les auteurs des crimes nazis, mais ils sont pratiquement tous disparus à cause du temps et de l'âge. Et donc maintenant, ça va être la nouvelle bataille. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, alors c'est une bataille surtout pour les héritiers vivants et surtout pour les familles qui ont des souvenirs de ces œuvres d'art. Mais il ne faut pas oublier que ce monsieur Gerlich a annoncé qu'il avait une grande incendie dans sa maison et que toutes ces œuvres-là ont été apparemment détruites. Alors, pour des décennies, ces œuvres-là n'étaient même pas sur des listes d'inventaire des œuvres qui sont manquantes ou volées. C'est des œuvres qui ont été pensées d'être détruites. Alors, il y a des familles qui n'ont jamais su que ces œuvres existaient. Alors, pour commencer la démarche de recherche, il faut que le gouvernement allemand fait leur propre recherche pour essayer de trouver si les héritiers qui ont pensé que les œuvres sont brûlées dans un incendie sachent que les œuvres sont toujours existantes et qu'ils ont peut-être un droit de les réclamer. Et dans notre cas, dans le projet Stern, où l'Université Concordia dirige un projet de restitution d'art, nous avons à peu près 400 œuvres que nous cherchons autour du monde. Donc, c'est notre position qu'une majorité de ces œuvres continuent à circuler dans le marché allemand et dans les collections particulières allemandes. Alors expliquez-nous davantage, Monsieur Epstein, directeur des projets spéciaux à Concordia, et expliquez-nous qu'est-ce que c'est exactement que ce projet Stern. Vous êtes à la recherche de 400 œuvres à travers le monde qui auraient été spoliées ou volées à des juifs allemands ou des juifs par les nazis, c'est ça? Spécifiquement, c'est une famille, la famille Stern. Max Stern était un marchand et un grand collectionneur canadien. Donc, la galerie Dominion sur la rue Sherbrooke, il était propriétaire. Mais avant qu'il est arrivé au Canada en 1942, sa famille avait une galerie très importante à Düsseldorf. Et quand son père est mort en 1934, le jeune Max Stern a acquis la galerie et il a commencé à vendre des œuvres d'art comme son père. Mais en 1935, un an après
après qu'il a acquis la galerie, le Gestapo et la Chambre de commerce de l'œuvre d'art de Allemagne a commencé à écrire des lettres en lui disant qu'à cause de son religion, il n'a plus le droit de pratiquer comme marchand. Alors, dans les prochaines années, il a dû liquider sa galerie avec des ventes forcées et en effet vendre des œuvres sur un marché qui était très contrôlé. Et finalement, il a quitté l'Allemagne avec rien, avec aucune possession à cause de l'effet qu'il a été complètement forcé par les nazis de se liquider. Alors quand il est revenu, quand il est arrivé au Canada en 1942, il a recommencé sa carrière. Il a acquis la Galerie Dominion sur la rue Sherbrooke. Il a essayé un petit peu de récupérer ses œuvres, mais c'était après la Deuxième Guerre mondiale, une période très compliquée pour tout le monde en Europe au sujet de la propriété et des demandes contre l'État. Il a dû retourner quelques œuvres avec l'aide du militaire canadien. Qu'est-ce que vous voulez dire, il a dû retourner? Il a récupéré quelques œuvres? Il a récupéré à cause de l'aide de l'armée canadienne. D'accord, donc il en a récupéré quelques œuvres, oui. Exactement. Mais à un moment donné, il a retourné à sa vie. Il a essayé de reconstruire sa vie à Montréal et il a pas poursuivi des autres réclamations. C'est seulement après son mort en 1987 où il a laissé sa succession à 3 universités, donc l'Université hébraïque de Jérusalem, McGill et Concordia à Montréal, qu'on a commencé à apprendre de cette histoire assez difficile pendant sa vie, et on a vu qu'il y avait vraiment un travail à faire pour rechercher cette collection et cette galerie importante à Düsseldorf et poursuivre des réclamations qui ont été notre droit comme sont ses héritiers. Donc c'est 400 œuvres au total pour les 3 universités, c'est ça? Oui, et ça continue, on fait des recherches et on continue à accumuler des archives. Ma question, est-ce que pour les 3 universités, est-ce que depuis son départ, est-ce que vous avez, ou l'une des 3 universités a réussi à récupérer certaines de ces œuvres? Absolument. On vient de récupérer notre 11e il y a 2 semaines à Berlin. Et c'est un projet qui date de 12 ans déjà, et c'est un des plus grands projets du monde. Ah, la 12e pour les 3 universités ou seulement pour Concordia? C'est pour les 3. En effet, la succession représente 3 universités, mais l'université Concordia dirige le projet, mais c'est au bénéfice des 3. Donc c'est ça. Donc c'est 12 œuvres sur approximativement 400, donc après 12 ans de recherche, après 12 ans de poursuite. C'est ça? Oui, le 11e après 12 ans de recherche. Et c'est un grand recherche parce que les œuvres ne se trouvent pas comme dans un appartement à Munich, comme on l'a entendu cette Bien semaine. Sûr, elles sont éparpillées. Ça se retrouve dans des musées, dans des collections particulières, dans des pays autour du monde, dans toutes sortes d'endroits où on doit vraiment identifier ces œuvres-là et essayer de les récupérer. Et vous avez la liste exacte de toutes les œuvres, c'est ça? Non, on a une liste qu'on construit parce que quand Dr. Stern a quitté Düsseldorf, il a quitté avec rien. Il n'avait pas les listes d'inventaire. Alors, on reconstruit les listes d'inventaire en utilisant des archives en Europe où il avait des correspondances entre la galerie et eux, et on essaye de les reconstruire chaque cas par cas. C'est magnifique, c'est un travail de fourmi, un travail de fourmi, mais un travail titanesque que vous avez entrepris. Eh bien, dans le même esprit, vous lancez cette semaine à Montréal, à l'Université Concordia, un colloque que vous avez intitulé Pillage de culture et spoliation d'héritage. Voilà qui attire notre attention et qui nous interpelle au moment précisément où on annonce la spoliation de 1500 chefs-d'œuvre volés aux Juifs par les nazis. De quoi s'agit-il dans ce colloque, Monsieur Clarence Epstein, qui est directeur aux affaires culturelles à l'Université Concordia? Je vous écoute. Alors, depuis au moins 10 ans, Concordia est un leader au sujet de la restitution à cause du projet Stern. Et parmi les professeurs de l'université, il y avait un vue commun que cette situation, comme leader, devait se
présentés sur des niveaux académiques non seulement liés aux Deuxième Guerre mondiale. Alors, pour nous, l'idée de pillage est une idée qui est non seulement liée à la communauté juive de la Deuxième Guerre mondiale, mais à toutes les communautés autour du monde qui ont eu une expérience de guerre où la culture était utilisée comme un outil de guerre. Alors pour nous, l'expérience est une expérience beaucoup plus commune que la majorité de gens en pensent, qu'une grande majorité d'immigrants qui se trouvent au Canada maintenant ont eu des expériences de guerre où pour une fin ou une autre, la culture a été utilisée dans une façon d'essayer d'effacer leur identité culturelle, leur identité religieuse. Et dans notre propre colloque, on utilise les cas des Arméniens, des Amérindiens et des Juifs comme comparaison pour mieux comprendre que les gens ont beaucoup plus en commun qu'ils pensent. Parce que ces trois groupes ont subi, d'après vous, des crimes contre l'humanité. C'est-à-dire, il n'y a pas que les Juifs, il y a les Arméniens également, et il y a les peuples autochtones. C'est-à-dire, les peuples autochtones, vous parlez d'Amérique du Nord ? Dans ce cas-ci, pour le colloque, oui, mais c'est quelque chose que nous commençons cette semaine, mais qui est lié à toutes sortes de situations. Même si nous étudions la situation en Irak maintenant, à Syrie maintenant, on voit qu'il y a une certaine attente par l'État d'essayer de contrôler des fins humanitaires, mais il y a aussi des autres fins culturelles qui sont vraiment en risque, et on peut utiliser ce cas-ci de la spoliation comme un cas qui est pertinent aujourd'hui, même que c'était pertinent il y a 70 ans pendant la Deuxième Guerre mondiale. Alors, Monsieur Clarence Epstein, PhD, directeur des projets spéciaux affaires culturelles à l'Université Concordia, je vous remercie pour ces commentaires. Et est-ce que c'est un colloque qui est ouvert au public ou c'est oui. Pour les gens c'est spécialisé? Alors, vous avez un colloque justement sur pillage de culture et spoliation d'héritage qui s'adresse donc au grand public le 7 novembre à l'Université Concordia pour ceux qui sont intéressés à voir quelle est la problématique et l'approche, n'est-ce pas, pour corriger cet état de choses. Je vous remercie de cette entrevue et j'espère que vous allez être successful, comme on dit, dans vos poursuites de recherche pour la spoliation des biens juifs par les nazis. Merci, Dr Clarence Epstein, directeur des projets spéciaux et affaires culturelles, Université Concordia à Montréal. Au plaisir. Au micro de Radio Shalom, Charles Lugassi, bonne journée à vous tous.